Alors SOCAP, c'est un opérateur de services techniques industriels. Nous accompagnons des clients qui sont fabricants de machines ou exploitants de sites industriels dans la conception, l'assemblage, l'installation, la maintenance et l'optimisation de leurs outils de production. SOCAP est présent dans 67 pays avec une quinzaine de bureaux commerciaux qui couvrent 110 pays dans le monde, plus de 1000 collaborateurs et sociétaires qui assurent le service pour nos clients. Et enfin, SOCAP a une double particularité. D'une part, nous sommes une coopérative artisanale et ensuite, nous sommes une société à mission depuis 2021. Nous sommes devenus société à mission en juin 2021, d'abord parce que c'est une suite logique, après avoir travaillé nos valeurs, notre système de gouvernance, le fonds de dotation SOCAP Fund, il y a un fil qui se tire et qui est cohérent avec tout ça. Ensuite parce que la qualité de société à mission, c'est un atout, c'est un avantage compétitif qui est permis par la loi Pacte dans le droit français. Cet avantage nous permet de travailler sur plusieurs axes à la fois. D'une part, l'axe collaborateur, le recrutement, l'engagement, la motivation des équipes. Ensuite, il y a un axe très important qui est l'axe client. Nos clients sont en recherche de solutions plus éco-responsables et plus engagées au niveau sociétal. Et puis enfin, il y a un axe lié à la puissance publique et au système de financement de l'économie française qui fait qu'il n'y a aucune raison de ne pas se poser la question de la société à mission pour nous. Être société à mission, c'est aussi porter un étendard et afficher au public interne, externe, les valeurs de l'entreprise et l'engagement sociétal qui est au cœur de notre projet. C'est une façon de dire à tout le monde, nous considérons que le karma fait partie du business et que c'est important de l'inscrire dans ses statuts, dans son système de gouvernance, chez nous dans notre système de rémunération et de pilotage de nos objectifs. Société à mission, c'est good for business, good for karma. Il me semble que les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, sont sans doute la bonne taille d'entreprise pour engager assez rapidement et de façon assez déterminée la transition vers à la fois une stratégie RSE très forte et puis pourquoi pas la qualité de société à mission. Il y a deux raisons à mon avis pour ça. La première, c'est la taille. La taille ETI, c'est la bonne taille pour avoir suffisamment les moyens humains, financiers d'engager ces démarches. Et puis en même temps, c'est suffisamment petit pour rester agile et être capable de changer vite la matrice de pensée de l'entreprise. La deuxième raison, c'est sans doute lié à la structure du capital et à la notion de transmission et d'ancrage territorial qu'il y a dans les ETI. Les ETI ont cette spécificité d'être souvent attachés à leur territoire de fondation et donc à l'impact sociétal qu'ils ont autour d'eux, et puis également à transmettre à la génération d'après. Et quand on pense transmission à la génération future, on pense forcément en 2022 crise climatique, on pense forcément effondrement de la biodiversité, bilan carbone, impact de l'entreprise sur l'environnement. Ces deux raisons font que l'ETI, pour moi, est la meilleure taille d'entreprise pour engager la démarche. Alors il y a un phénomène qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un effet domino dans cette affaire où les petits ont tendance à entraîner les grands. Pourquoi? Parce que d'abord évidemment plus on est petit, plus c'est facile de se mettre d'accord avec soi-même et de changer. Et ensuite le rôle qu'a une petite entreprise, c'est sans doute aussi d'impacter son écosystème, d'impacter par l'advocacy les gens avec qui ils sont en contact. Ainsi, quand un petit fournisseur prestataire vient voir un donneur d'ordre, lui va se poser la question, mais pourquoi pas nous? Si eux y arrivent, pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas? Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et ça, c'est pour moi l'impact des consultants indépendants ou des TPE, des PME qui se transforment en société à mission ou qui engagent une stratégie RSE très forte, c'est de faire parler et d'inciter les grands à changer. Le premier conseil que je peux donner, c'est de faire confiance à ses équipes et de s'appuyer sur les 10, 15, 20% de militants qui existent déjà dans les organisations, qui y croient, qui sont engagés et qui peuvent, par effet de tache d'huile, entraîner leurs collègues. Ça, c'est le premier élément. Éviter les démarches top-down et nous, on pense qu'avec une démarche transversale, c'est plus efficace. Le deuxième conseil, c'est de prendre le temps. Il faut laisser retomber les idées, il faut réfléchir, il faut réécrire, et ça ne se fait pas en quelques mois, une démarche comme ça. Il faut se laisser des semestres, sans doute 1 an, 2 ans, pour vraiment aller au fond des sujets et prendre le temps d'écrire bien les choses. Et puis enfin, le troisième conseil, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels du sujet ou à se benchmarker avec d'autres entreprises, ou les deux, parce que c'est des sujets sur lesquels il y a besoin d'échanger sur le fond et d'échanger avec des gens qui éventuellement ont déjà fait ce chemin-là pour mieux voir les écueils et mieux anticiper le futur. Et puis le dernier conseil, il est très simple, c'est de réfléchir à ce qu'on est et de réfléchir à ce qu'on fait. Donc une démarche forte, qu'elle soit de RSE ou de mission, elle s'appuie sur le métier. Et donc il faut aller puiser dans ce qu'on pense, dans ses valeurs, dans son activité, les ressorts pour créer de l'impact, qu'il soit sociétal ou environnemental
en fonction de ce qu'on pense et de ce qu'on veut, mais en tout cas, il faut que ce soit authentique et que ça s'appuie sur les valeurs profondes du management, bien sûr, de la direction, c'est absolument indispensable, mais aussi de l'histoire de l'entreprise et de son métier. Il ne s'agit pas juste d'aller chercher du comportement, il faut chercher de l'utilité. Et c'est là qu'on vient trouver de l'impact.